On passe au débat de ce club, messieurs. On va parler de Gabriel Attal, le bon élève du gouvernement qui a imprimé sa marque au ministère de l'Éducation nationale. Interdiction des abayas, lutte contre le harcèlement scolaire, restauration de l'autorité à l'école. Les dossiers sont nombreux pour le ministre. Avant d'en parler avec vous, retour sur la rentrée chargée de Gabriel Attal avec Fabien Ricard. Gabriel Attal aux côtés de Brigitte Macron le 7 septembre à Poissy, ville endeuillée par le suicide d'un lycéen de 15 ans. Le ministre de l'Éducation nationale promet un électrochoc dans la lutte contre le harcèlement scolaire, au terme d'une rentrée qui aura fait de lui la star du gouvernement. Depuis sa prise de fonction, Gabriel Attal occupe le terrain tout azimut. Comme ici, 24 heures à peine après sa nomination, au chevet des profs et des familles dont l'école a été détruite pendant les émeutes. Il y a une dizaine d'établissements qui sont quasi intégralement détruits. La Verrière en fait partie. Tous les élèves auront une solution de scolarisation pour la rentrée. Une rentrée scolaire qui va permettre à Gabriel Attal de monopoliser l'espace médiatique en dégainant une mesure controversée, l'interdiction de l'abaya à l'école. Notre école est testée. Ces derniers mois, nous le savons, les tenues religieuses comme les abayas ont fait leur apparition dans certains établissements. Parfois, ça fait même plusieurs années que c'est le cas. La fermeté de la réponse de l'école est mise à l'épreuve. Une position ferme sur la laïcité, comme pour éclipser les autres problèmes qui minent l'école, critiquent les syndicats. En déplacement à La Réunion fin août, Gabriel Attal tente de les amadouer en vantant la restauration de l'autorité et la revalorisation des salaires. Mais le ministre peine à faire adhérer les profs au nouveau pacte enseignant d'Emmanuel Macron, qui leur propose d'assumer des missions supplémentaires. Pour l'instant, les syndicats sont contre. Il y a aussi des enseignants qui vont souhaiter rejoindre le pacte. Parce que la réalité, c'est que vous avez des enseignants qui aujourd'hui font des heures supplémentaires. Ils continueront à le faire en étant mieux payés pour ça. Autre raté, la promesse de mettre un enseignant devant chaque classe à la rentrée n'a pas été tenue par manque d'effectifs. Des couacs qui n'empêchent pas Gabriel Attal, plus jeune ministre de l'Éducation nationale de la Ve République, d'avoir le vent en poupe dans les sondages. Évidemment, Gabriel Attal. Pierre, est-ce qu'il a réussi sa rentrée, Gabriel Attal, pour vous? Attention. Il est incontestablement, depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, l'une des révélations politiques de cette génération macronienne, macroniste. Est-ce qu'il a réussi cette rentrée? Il a réussi au sens où tous les voyants, tous les projecteurs se sont tournés vers lui. Il a fait preuve d'autorité, il a réussi à placer le curseur de cette rentrée scolaire sur un sujet. On ne pensait pas réellement, quand même, compte tenu de ses origines politiques, qu'il irait sur le terrain de l'abaya. Donc je ne sais pas s'il l'a réussi. Il l'a réussi sur un plan médiatique, sur un coup de com', je dirais. Un coup de com' et un coup de politique au sens où il a envoyé des signaux dans un moment où il est nécessaire. Pour vous, l'interdiction de l'abaya, c'est un coup de com'? C'est un coup de com', à la fois un coup de com', c'est-à-dire qu'il s'impose médiatiquement sur « je fais un choix qui va détonner », sur lequel je ne suis pas attendu. On reviendra peut-être sur son origine, sur ses origines politiques, parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'il est... Vous faites allusion à... Soyez plus clair. Vous faites allusion à sa scolarité. Non, pas du tout. J'essaie de comprendre. Non, mais ses origines politiques, au sens où il vient de la gauche, mais je fais partie de ceux qui pensent qu'il fait partie de cette génération macroniste, macronienne, avec Aurore Berger, avec Olivier Véran, où ils ont une histoire politique. Mais demain, le Front National ou le Rassemblement National arriverait au pouvoir, ou la France Insoumise arriverait au pouvoir, ce sont des personnalités politiques qui adapteraient leur discours à ceux qui sont au pouvoir. Ils ont Donc il n'y a pas de corpus idéologique. Ah non, ils n'ont pas de corpus idéologique. Écoutez, on ne peut pas arriver de la gauche et aujourd'hui faire la baya en premier geste politique en arrivant au ministère de l'Éducation nationale. Dominique. Juste sur la rentrée, après on va revenir évidemment en détail sur les dossiers, mais est-ce que pour vous il a réussi? Comme au tableau noir, il a évidemment réussi sa rentrée par rapport à son prédécesseur, qui est un homme de qualité, quoi qu'ils disent certains, mais qui n'arrivait pas à se glisser dans les habits de ministre de l'Éducation nationale. Donc il a marqué une vraie rupture avec Pape Ndiaye pour vous? Oui, et puis qui a en même temps, mais ne revenons pas sur le prédécesseur, mais pas davantage, mais qui en même temps se cherchait, enfin n'était pas très clair. Non, il a réussi sa rentrée, il y a de l'autorité, il y a de la laïcité, il y a la nécessité d'être ferme en accompagnement des personnels, des maîtres, des professeurs et des élèves. Je flotte un peu parce que je comprends pas. On l'a perturbé. Je comprends pas ce que... C'est vous qui l'avez perturbé. Non, mais je comprends pas ce que Pierre a voulu dire en disant que sur l'abaya,
compte tenu de ses origines politiques, etc. Mais soyez plus clair. Qu'est-ce que c'est? Parce que la gauche, être de gauche, c'est... Non, je dis juste qu'il n'a pas de colonne vertébrale, c'est tout. Et que demain, Marine Le Pen est au pouvoir, Jean-Luc Mélenchon est au pouvoir, il saura trouver des points de convergence avec l'un et l'autre. Bon, écoutez, vous lui faites un procès d'intention, on verra. La politique, c'est des valeurs auxquelles chacun se réfère, c'est des convictions, et c'est aussi une forme de pragmatisme. Bon, je ne sais pas si c'est du pragmatisme. Moi, je ne l'encense pas, mais pour le moment, il est à la hauteur. Dominique, et il est très jeune. Dominique, le ministère de l'Éducation nationale, c'est sans doute un des ministères les plus, je pense, quand on fait de la politique, c'est sans doute un des plus beaux ministères, une des belles responsabilités. Un des plus difficiles. Non, mais c'est sans doute un des plus difficiles, mais c'est aussi une des plus belles responsabilités, s'occuper de la jeunesse de notre pays. Écoutez, quand on connaît aujourd'hui ce qu'est l'état de l'éducation nationale, quand on connaît les inégalités scolaires, quand on sait précisément que l'école est le lieu de reproduction des inégalités, on ne fait pas une rentrée scolaire sur sa première rentrée scolaire sur un sujet aussi important soit-il, qui peut créer du débat, sur lequel on peut avoir des désaccords, mais vous revenez sur 200. Mais on va en parler de la Baïa. On en parle tout de suite, du coup, allez-y. Il est ministre de l'Éducation nationale. Ce que je dis, c'est qu'il fait sa première rentrée, non pas sur la question des inégalités scolaires ou sur le renouvellement des inégalités sociales par l'école, il fait sa rentrée scolaire sur 200 cas, sur plusieurs milliers de jeunes. J'avais cru comprendre, mais j'avais un peu deviné. Bon. Pardon, donc cette affaire est parfaitement artificielle, et il a eu, de votre point de vue, non, je pense que non, je ne suis pas du tout d'accord, et il a eu tout à fait tort de s'engager sur ce terrain-là. Il ne fait pas que cela, mais moi, sur ce terrain-là, je suis clair et net, à titre personnel. Je salue la décision qu'il a prise. Encore faut-il qu'elle soit exécutée. Apparemment, c'est le cas. Mais pourquoi il a eu tort de mettre sur la table la question de la laïcité à l'école? Il y a par Pierre, c'est quand même renversant. Parce que la question de la laïcité à l'école, pour vous, ça ne devait pas être un sujet de rentrée? Il est à la tête d'une des plus hautes administrations. C'est une administration qui, sans doute, a un des plus gros budgets, je crois, le deuxième budget de l'État. Il fait sa rentrée sur 200 personnes. Sur 200 personnes qui sont susceptibles de rentrer à l'école sur la Baïa, alors qu'on a des milliers d'enfants qui sont en situation de handicap. C'est pas un peu plus large sur la question de la laïcité pour vous? On a des milliers d'enfants qui n'ont pas pu faire leur rentrée dans de bonnes conditions parce qu'ils sont en situation de handicap. Il y a combien d'enfants aujourd'hui qui sont dans des établissements scolaires qui sont flottants, où il y a de la pluie qui rentre, où il y a des... Enfin, voilà. Ce que je veux dire, il faut lire, il faut entendre les sociologues qui ont travaillé sur la question de l'éducation nationale, sur la question des inégalités, mais aussi sur la question de comment, d'un territoire à l'autre, il y a aussi des problèmes de niveau scolaire. Donc je dis juste que la priorité d'un politique, c'est quand même de s'occuper du plus grand nombre, pas de focaliser sur une partie des gens. Et en plus, cette partie des gens, c'est comme par hasard des musulmans. Non. Attendez, c'est bien je ne comprends pas que vous, homme de gauche, vous êtes d'accord? Jusque-là, oui. D'accord. Je ne comprends pas que vous, homme de gauche, parce qu'il y a un ensemble de problèmes d'une gravité très grande, qui quelquefois dont les racines remontent parfois loin en arrière, vous tiquiez sur une décision qui a pour objectif à la fois de réaffirmer l'autorité des maîtres, des professeurs et des éducateurs dans toutes les écoles de France, et surtout et d'abord de réaffirmer la nécessité de cette laïcité qui doit nous réunir et non pas nous diviser. Pardon Dominique, voilà, vous êtes en train de faire des... Là vous êtes d'une naïveté, pardon, parce que je vous rappelle on est en égalité. Je vous rappelle, oui sans doute, je revendique une part de naïveté chez moi. Moi aussi, mais la bonne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même avoir en tête qu'il fait sa rentrée politique sur un grand journal de 20h, sur TF1 pour ne pas les citer. Il ne fait pas sa rentrée que là-dessus. Il sait très bien. Quand je dis que c'est un coup politique, c'est quand il fait sa rentrée et qu'il va à la télé en disant voilà, il faut interdire la Baïa. Attendez, mais il y a combien de décisions qui sont prises qui ne passent pas le mur du son médiatique? Il aurait fait un décret, et j'aurais été sans doute très mécontent. Il aurait fait un décret, il aurait fait son arrêté, puis il aurait été envoyé à l'ensemble des recteurs. Sans doute, ça aurait tiqué. Il n'y aurait pas eu cette espèce de bombe médiatique de on focalise sur une population. Vous y avez été très sensible. Mettez-vous à la place de ces jeunes filles, Dominique. Mettez-vous à la place de ces jeunes filles. Mettez-vous à la place de ces jeunes filles. Qu'est-ce qu'elles ressentent? C'est difficile pour moi, mais intellectuellement, je vais le faire. Voilà, mais qu'est-ce qu'elles ressentent ces jeunes filles quand elles se disent on est 200 dans cette France et on nous demande de retirer un vêtement qui, en plus de ça, n'est pas revendiqué comme étant un vêtement religieux. Puisque vous avez entendu là-dessus, d'où vient cette abaya? Vous avez entendu cette éruption de l'abaya en France? Qui est à l'origine de ça? Pour quelle motivation religieuse ou politique? Pardon, je l'exprime mal, mais qui tire les ficelles derrière? Vous avez entendu le secrétaire général de l'ONU s'exprimer hier? Vous l'avez entendu? J'ai choisi de ne pas l'entendre. Oui, vous avez bien fait, parce que je pense qu'on a des leçons à retenir et à entendre. De l'ONU? Oui, de l'ONU, oui.
où il explique qu'effectivement, aujourd'hui, dans le monde, il y a des endroits où on considère que les femmes sont vêtues de manière trop courte et d'autres où elles sont vêtues de manière trop longue. Laissons les femmes choisir leur manière de s'habiller. La laïcité à la française n'est pas comprise, notamment dans l'immense empire anglo-saxon. On ne vous mettra pas d'accord sur ce sujet. On a compris, on va parler d'un autre dossier auquel s'est attaqué Gabriel Attal, dossier qui a fait irruption malheureusement dans l'actualité. C'est la question du harcèlement scolaire. Un plan va être présenté lundi prochain. Mathias, c'est un problème que Gabriel Attal a décidé de prendre à bras-le-corps. Absolument, Gabriel Attal, mais aussi tout le gouvernement, puisque vous le disiez, un plan contre le harcèlement scolaire élaboré du côté de Matignon devrait être dévoilé le 25 septembre prochain, c'est donc lundi. L'élément déclencheur, on le sait, c'est le suicide de Nicolas, 15 ans, scolarisé à Poissy au début du mois de septembre. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a cette lettre révélée par nos confrères de BFM TV, un courrier rédigé par l'Académie de Versailles et adressé quelques mois avant le drame aux parents de la victime, jugeant d'inacceptables leurs propos concernant le harcèlement subi par leur fils, qui aurait remis en cause l'attitude de l'équipe pédagogique. Alors le rectorat a également pris le soin de rappeler les risques pénaux encourus en cas de dénonciation calomnieuse. Une lettre jugée choquante par Elisabeth Borne, qualifiée de honte par Gabriel Attal, qui n'a pas tardé à réagir face aux caméras. Regardez. Mon rôle de ministre de l'Éducation nationale, c'est évidemment d'être aux côtés de mes agents. Mais je le dis aussi, mon rôle, ça n'est pas de défendre à tout prix une institution. C'est de défendre à tout prix la protection de nos élèves et de nos enfants. Et c'est comme ça que je continuerai à avancer. Voilà, Gabriel Attal qui a donc fait preuve de fermeté. Là, il a reçu les recteurs d'académie lundi après-midi, exigeant d'eux un véritable électrochoc à tous les niveaux. Le nouveau ministre de l'Éducation, il en a également profité pour annoncer qu'il lançait un audit auprès de tous les rectorats sur les cas de harcèlement enregistrés l'an dernier, avec au bout, il l'assure, un changement de méthode pour mieux réagir face à ce phénomène et des nouvelles méthodes qui devraient ensuite être évaluées chaque année. Et Mathias, quelles autres mesures avaient été prises avant ça ? Alors, on peut par exemple citer les décrets qui sont passés cet été. Le premier permettant le changement d'école d'un élève responsable de harcèlement plutôt que d'imposer ce changement à celui qui en est victime, une manière d'éviter un peu la double peine pour l'élève ciblé. Une autre mesure, c'est la possibilité de prendre des sanctions contre un élève d'un établissement scolaire différent de celui de l'élève victime, ce qui permet d'étendre notamment le champ d'action aux auteurs de cyberharcèlement. Et puis si on remonte encore avant, on retrouve aussi le programme phare, un plan global de prévention et de traitement des situations de harcèlement lancé en 2021, ou encore la création de numéros d'urgence tels que le 3020 et le 3018. Évidemment, c'est un sujet qui s'est invité dans l'actualité. Pierre, on a entendu Gabriel Attal. Mon rôle, c'est pas de défendre à tout prix l'institution, c'est de défendre à tout prix les élèves. Est-ce que là-dessus, vous saluez l'action de Gabriel Attal ces derniers jours ? Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de politique politicienne. J'imagine qu'il est, même s'il y a des désaccords, il est un ministre engagé à faire en sorte que la question du harcèlement soit un problème qui soit pas réglé, parce qu'on ne réglera jamais le problème, mais en tout cas qu'il y ait des mesures qui soient prises et qui soient des mesures efficaces. On vient de comprendre, à travers un certain nombre d'enquêtes d'ailleurs de journalistes, qu'aujourd'hui, c'était pas que la question des élèves, mais c'était aussi la question de la chaîne institutionnelle. C'est-à-dire qu'une famille pouvait avoir alerté l'institution, le rectorat, du cas de son enfant d'un problème de harcèlement. C'était la famille derrière qui devenait parfois, même souvent, suspecte d'être mauvaise éducation, enfin qu'elle avait sans doute un comportement mauvais vis-à-vis de son enfant, qui se retrouvait dans des situations isolées. Donc du coup, ils envoyaient les services sociaux contrôler les familles qui avaient fait des alertes. Donc, est-ce que du coup, il met un coup de pied dans la fourmilière, Gabriel Attal, là-dessus ? Alors oui, sans doute. J'ai vu qu'il avait reçu. Alors là aussi, sans doute c'est utile. Il a reçu l'ensemble des recteurs pour leur dire avec fermeté qu'il allait mener le combat de manière très virulente et qu'il comptait sur ses recteurs pour mener cette bataille. Très bien. Le yaka faucon, ça marche pas, mais je dis pas ça pour Gabriel Attal, je dis ça pour tout le monde, y compris ceux qui vont critiquer Gabriel Attal et qui vont dire nous on a la meilleure des solutions. Non, je pense que là, pour la peine, il faut que l'ensemble de la communauté éducative se saisisse de ce sujet et parvienne à faire en sorte que ce système, parce que c'est un système, soit remis en cause et que la parole des enfants, la parole des familles soit davantage prise en compte. Vous savez, c'est un sujet qui traverse la société, on l'a vu avec le mouvement MeToo, on le voit avec le mouvement sur la question de l'inceste. La parole des personnes concernées doit être davantage entendue par la justice, mais aussi, là en l'occurrence à l'école, par le système institutionnel scolaire. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Il y a notamment D'abord, je voudrais dire, voilà le Pierre Jacquemin que nous aimons. Parce que consensuel, c'est ça. Non, je dis ça.
avec une formulation. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Au second degré, mais quand même. Certains à droite et au Rassemblement national disent il faut sortir les élèves harceleurs du système scolaire, il faut les mettre dans des établissements spécialisés. Oui, toujours plus dans l'outrance. Je trouve déjà intéressant d'abord qu'un tabou tombe. Je n'oublie pas le rôle des associations depuis quelques années sur ce terrain du harcèlement. Elles n'avaient pas toujours les relais qu'il fallait, elles n'étaient pas toujours prises au sérieux comme ça aurait été souhaitable. Et donc maintenant, ce tabou du harcèlement tombe. Et je vais vous dire, je me demande, depuis des dizaines d'années, depuis longtemps, combien de victimes le harcèlement non combattu a fait. J'ai peur que... Bon, voyons ce qui se passe aujourd'hui. Le tabou tombe. Le Rassemblement national que vous évoquez, c'est toujours plus... pardon, mais ce sujet n'incite pas à la polémique, mais toujours plus dans l'outrance. Ça veut dire... Je trouve déjà très bien... j'enlève le déjà, je trouve très bien que la décision qui a été prise, que ce soit le harceleur, quand il est dûment repéré, etc., qu'il soit invité à changer d'établissement et non pas le harceler. Déjà, on est dans un changement qualitatif, mais on en est là. Il faut de toute façon faire toujours attention, évidemment, à la victime présumée et à l'agresseur présumé, parce que j'entendais d'une oreille un peu distraite ce matin en me réveillant à la radio, justement, un cas qui me paraît, là, pour la peine, extrêmement extrême, là, pour la peine, d'un élève qui aurait été récupéré par la police en salle de classe, menotté en salle de classe, ramené au commissariat pour avoir été un agresseur... potentiel d'un autre élève de son établissement. Ça va trop loin pour vous? Je ne sais pas si c'est les bonnes méthodes. C'est-à-dire qu'à minima, il faut quand même que l'enfant soit pris en charge par la communauté éducative et peut-être derrière qu'il y ait une procédure. Mais enfin, aller chercher un élève... L'institution scolaire doit rester quand même une institution scolaire. La police n'a rien à y faire. Pierre, j'ai entendu ça des deux oreilles. Ah, c'est tôt, moi, pour moi, ce matin. Non, vous l'avez entendu d'une oreille. Bon, moi, de deux. J'ai quand même sursauté, évidemment. Dans l'absolu, c'est pas souhaitable que des policiers arrivent dans le couloir à côté de la classe, j'imagine, avec le feu vert du proviseur ou du chef d'établissement plutôt, pour demander à un élève de quitter la classe et de partir, en garde à vue. Mais je ne peux pas imaginer que ce ne soit pas pour une situation d'une gravité établie sans doute. Et très très grande. Et après, j'arrête parce que je ne vais pas spéculer. Qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient attendu la sortie de la classe, que les autres, qu'il avait crié, que ceci, cela. Bon, attendez, au point où nous en sommes aujourd'hui, je préfère la police qui intervient, interpelle et demande des comptes à un jeune homme qui aurait gravement fauté à un suicide de plus. Un dernier mot sur Gabriel Attal, mais pas avec vous, Mathias, pardon, je ne sais pas pourquoi je vous regarde, avec Pierre et Dominique. Gabriel Attal, est-ce que l'éducation nationale est un tremplin pour Gabriel Attal? On va regarder juste ce sondage d'Harris Interactive, de l'Institut de sondage Harris Interactive, qui a testé différentes hypothèses pour la présidentielle et qui a donc testé une candidature de Gabriel Attal. Alors Gabriel Attal, il fait moins bien qu'Édouard Philippe, que Bruno Le Maire ou que Gérald Darmanin, mais il ferait mieux que François Bayrou, Elisabeth Borne ou Jean Castex, Pierre. Oui, je l'ai dit, c'est une révélation politique. Gabriel Attal, il est très politique. Là où on a attendu beaucoup des ministres d'Emmanuel Macron de faire de la politique, Gabriel Attal, avec Aurore Berger, un peu Olivier Véran, a été de ceux qui ont donné un peu de substance politique justement à ce qu'était la Macronie. Donc oui, il fait partie sans doute des figures montantes. Maintenant, il faut qu'il ait un bilan avant d'être présidentiable. Mais c'est vrai que sur le ministère de l'Éducation nationale, il joue sa crédibilité, ça c'est certain. Dominique ? Ce sondage me fait sourire. Je mets Jean-Luc Mélenchon 7 fois sur 8 Non, c'est pas ça, c'est pas ça, Pierre. C'est que je trouve déjà le score qui lui est accordé pour une présidentielle, à l'âge qu'il a alors qu'il vient d'être nommé. Et il fait des débuts spectaculaires et impressionnants. Il vient tout juste d'être nommé ministre de l'Éducation nationale. On est déjà en train d'imaginer qu'il puisse devenir président de la République en 2027. Alors attendez, moi je prends tous les paris. Il a a priori un grand avenir politique. Il ne sera évidemment pas candidat à pour vous c'est évident. Pardon ? Pour vous c'est évident. Il faut prendre des risques. Vous les avez dit qu'il fallait prendre des risques. J'en prends. Il ne sera évidemment pas candidat à l'élection présidentielle. S'il était malin et comme son nom circule pour la mairie de Paris, je pense que ça serait une étape beaucoup plus favorable pour lui pour se faire oublier de ce qu'il aurait été. S'il est un jour Premier ministre, ce sera très bien. Mais attendez, on s'emballe. On s'emballe là. Il suffit de pas. On peut jamais avoir été un élu local et devenir président de la République. Absolument. L'exemple est venu de loin. On va pouvoir reparler de l'avenir de Gabriel Attal. Oui, mais il a un grand avenir. Mais ne l'installez pas à l'Élysée en 2027 quand même. Ah non, on fait rien, vous savez. Bon sens.